Stéphane Courtois, Lénine, le prophète du totalitarisme. En ce froid janvier 1886, dans la petite ville de Simbirsk, perchée au-dessus de la Volga et perdue au fin fond de l'immensité russe, à 1500 km de la capitale Saint-Pétersbourg, une procession se dirige vers la cathédrale orthodoxe. Les notables et de jeunes instituteurs accompagnent la dépouille d'Ilia Ulyanov, inspecteur régional des écoles anobli par le tsar, décédé à 53 ans d'une attaque cérébrale devant sa femme et ses enfants atterrés. Comme le veut la coutume, et en l'absence des aînés étudiants à la capitale, le cercueil est porté par Vladimir Ilitch, un adolescent de 15 ans et demi, qui, derrière le masque impassible forgé par une stricte éducation, est totalement bouleversé. Très éprouvée, la famille doit vivre d'une petite pension et sous-louer quelques pièces de sa grande maison. Et Vladimir, Volodya pour les intimes, doit remplir le rôle de chef de famille et terminer sa scolarité, où il a toujours obtenu la médaille d'or. Soudain, nouveau coup de tonnerre dans le ciel déjà agité. Son frère aîné, Alexandre, est arrêté par l'Okhrana, la police secrète. Inspiré par les révolutionnaires terroristes de la Narodnaya Volia, la volonté du peuple, qui, en 1881, ont assassiné le tsar Alexandre II. Il préparait un attentat contre Alexandre III. Sa mère, affolée, tente par tous les moyens de le sauver, mais en vain. L'orgueilleux étudiant en chimie revendique la préparation des bombes et, condamné à mort, il refuse de demander sa grâce. Il est pendu le 8 mai 1887. Volodya, qui est né le 10 avril 1870, vient de perdre dans des conditions tragiques la figure tutélaire de son père et la figure idolâtrée de son frère. Il y a 18 mois, la famille Ulyanov était en pleine ascension sociale et promise à un avenir brillant. Aujourd'hui, accusée de régicide, elle est mise au ban de la bonne société et tout son monde s'écroule. Volodya ne se remettra jamais de ce double deuil et son profond traumatisme aura des conséquences mondiales. Formidable exemple de l'effet papillon, le double battement d'ailes de Simbirsk verra, le 7 novembre 1917, ce même Volodya, sous le nom désormais célèbre de Lénine, s'emparer du pouvoir en Russie et y instaurer la première dictature communiste et le premier régime totalitaire de l'histoire. Un itinéraire fulgurant qui fera de l'URSS, après 1945, notre superpuissance aux côtés des États-Unis. Avant qu'en 1989-1991, tout ne s'effondre comme un château de cartes. Ce séisme géopolitique entraînera dans sa chute le système communiste mondial, tout en léguant au XXIe siècle la mémoire d'une immense tragédie. Naissance d'un révolutionnaire. Pour l'instant, Volodya serre les dents et termine avec brio ses études secondaires. Mais intérieurement, il bouillonne. En perte de tous ses repères, réfugié dans la propriété familiale de Kokushkino, il y découvre la bibliothèque secrète constituée par Alexandre et se jette dans des lectures jusque-là interdites. Darwin, Marx, Ricardo et surtout un roman publié en 1863 par le révolutionnaire populiste Nikolai Tchernyshevski, Que faire? Les hommes nouveaux. Ces hommes nouveaux sont des jeunes gens qui rêvent d'une Russie arriérée en marche vers une utopique société parfaite. Volodya est fasciné par un personnage mystérieux, Rakhmetov, l'homme spécial qui, jour et nuit, dans la clandestinité, se consacre au service de sa fiancée, la Révolution, et qui, pour elle, est prêt à subir la torture et la mort. À partir de cette figure romanesque, Volodya imagine peu à peu le scénario de sa vie, devenir le héros qui venge son frère et prépare une révolution destinée à renverser la dynastie des Romanov et l'autocratie tsariste pour instaurer le socialisme. Il s'y consacrera inlassablement pendant 30 ans, de 1887 à 1917. Dès 1889-1890, à Samara, puis à Kazan, il noue des contacts avec de vieux militants de la Narodnaya Volia et découvre le célèbre catéchisme du révolutionnaire, Vadémécum du professionnel de la subversion, dû à la plume de Serge Netchaïev, l'homme qui inspira à Dostoïevski son fameux roman Les démons. Puis, entiché d'un marxisme primaire, il se distingue quand, en 1891-1892, les campagnes de la Volga sont frappées par une terrible famine. Alors que toute la société tente de secourir les affamés, seul Volodya soutient que l'hécatombe, 400 000 morts de faim, est une bonne nouvelle. Elle discrédite le tsar et pousse les moujiks à abandonner les champs pour les usines, accélérant ainsi l'industrialisation et donc la formation d'une classe ouvrière qui renversera le capitalisme.
Ses camarades notent déjà chez lui cette conviction absolue du caractère scientifique de la doctrine marxiste, devenue fanatisme idéologique, et cette absence de compassion pour son prochain qui seront sa marque. Volodia passe ses examens de droit et, avocat sans cause, monte à la capitale où il crée avec un jeune juif, Julius Martov, un petit groupe au titre pompeux, l'Union de lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière. Mais l'Okhrana veille, et le 21 décembre 1895, au petit matin, un commissaire de police l'arrête au saut du lit. Première leçon de vie militante et nouveau traumatisme. Condamné à 3 ans de déportation en Sibérie, le noble Oulianov part en train, accompagné de sa famille. Arrivé en mai 1897 au village de Chouchenskoye, il est logé dans une datcha, touche du gouvernement un pécule et dispose de 2 superbes fusils pour chasser. Cet idéologue, qui apprend la vie dans les livres, obtient tout ce qu'il désire, et, quand il repartira, ses malles en contiendront plus de 250 kilos. Il fait même venir sa fiancée, une camarade arrêtée en même temps que lui, la jeune institutrice Nadejda Konstantinova Krupskaya. À bientôt 30 ans, il l'épouse, même si, en 1938, son camarade Trotsky écrira « On peut dire avec assurance que Vladimir, depuis sa jeunesse, garda toute sa vie une attitude pure avec les femmes. Ce n'est pas à la froideur de son tempérament qu'il fallait attribuer ce trait presque spartiate de sa figure morale. Au contraire, le fond de sa nature était passionné, mais il était complété par, il est difficile de trouver un autre mot, la chasteté. De fait, sa seule passion est la révolution. Profitant de ce séjour de 3 ans au grand air, Vladimir rédige un factum de 650 pages, Le développement du capitalisme en Russie, sous le pseudonyme d'Ilin. Il y déverse un tombereau de milliers de chiffres et de statistiques, d'innombrables tableaux, des diagrammes, des schémas et des équations. En bon disciple de Marx, il a truffé l'ouvrage de citations tirées de Das Kapital, et prétend que la Russie en est déjà au stade capitaliste, et donc en route vers le socialisme. C'est oublier, pour les besoins de la cause, que 85% de la population de l'Empire vivent et travaillent à la campagne, et que la classe ouvrière y est ultra-minoritaire. Il espérait marquer ainsi son irruption spectaculaire sur la scène révolutionnaire. Or, son livre est moqué par tous les économistes, y compris marxistes. Celui-ci souligne néanmoins sa passion pour les jongleries et les illusions statistiques qui provoqueront les premiers grands désastres du bolchevisme au pouvoir. En mars 1898 se tient à Minsk le congrès fondateur du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, le POSDR, POSDR, qui salue les glorieux combattants de l'ancienne Narodnaya Volia, mais se revendique d'un socialisme démocratique et réclame l'élection d'une assemblée constituante. S'il ne participe pas à cet acte fondateur, Vladimir suit néanmoins de près les débats internes à l'Internationale socialiste, où l'Allemand Eduard Bernstein déclare en 1900 « Aucun socialiste faisant usage de sa raison ne rêve aujourd'hui d'une victoire imminente du socialisme grâce à une révolution violente. Nul ne rêve d'une conquête rapide du Parlement par un prolétariat révolutionnaire. » Bernstein, le schismatique, ouvre ainsi la crise du révisionnisme, qui, face à la montée en puissance dans toute l'Europe de la prospérité capitaliste et de la culture démocratique et parlementaire, somme les marxistes d'aligner leurs discours sur leurs pratiques, donc démocratiques réformistes, ou leurs pratiques sur leurs discours, donc révolutionnaires et violents. Pour Vladimir, c'est une déclaration de guerre, et il fait signer à l'unanimité une protestation des sociodémocrates de Russie. Ils sont 17, qui exigent une guerre à outrance contre les idées révisionnistes, un effet précoce de sa propension en positions les plus radicales, destiné à le différencier de tous les autres socialistes. Lénine, le bolchevique. Rentré de Sibérie, Vladimir décide de s'exiler à l'étranger, où, à l'exception de quelques mois en 1906, il ne restera jusqu'au printemps 1917. Pérégrinant de Munich à Londres, de Bruxelles à Paris et de Prague à la villa de l'écrivain Maxime Gorky sur l'île de Capri. À 30 ans, il est dans la force de l'âge, le crâne déjà dégarni, une petite barbiche avec ses pommettes skalmouk, rablées et sportif. Il apprécie beaucoup la marche, la natation, les randonnées, le vélo et la chasse. Il adore jouer aux échecs, mais a horreur de perdre. Il projette de créer un journal, l'Iskra, l'étincelle, destiné à unifier sous sa direction les marxistes russes. Installé en Russie, le rebelle le propose à Georges Plekhanov, la figure tutélaire du marxisme en Russie. La rencontre tourne au vinaigre,
car l'aîné apprécie peu l'arrogance du cadet, mais il finit par donner son accord. Pourtant, Vladimir a été mortifié par la rebuffade initiale et décide de jouer désormais sur sa propre partie. D'autant que, diffusé clandestinement en Russie, l'Iskra suscite l'enthousiasme de nombre de jeunes révolutionnaires. Il décide alors de frapper un grand coup et publie en 1902 « Que faire ? Les questions brûlantes de notre mouvement », signé pour la première fois du pseudonyme Lénine, en référence à son exil intérieur près du fleuve sibérien, la Léna. Ce manifeste est dominé par ce cri du cœur. Donnez-nous une organisation de révolutionnaires et nous soulèverons la Russie. Il y développe sa vision iconoclaste de la révolution et du parti. Celle-ci devra se montrer violente, radicale et communiste, loin du parlementarisme démocratique. Celui-là devra être un parti de type nouveau, une avant-garde formée de révolutionnaires professionnels, clandestins et strictement disciplinés, où les ouvriers seront placés sous la direction d'intellectuels, détenteurs de la doctrine scientifique du marxisme. L'essentiel est d'assurer la conformité du militant à la ligne et sa fidélité au parti, aux ordres d'un leader charismatique. Lénine proclame encore « Ce qu'il nous faut, c'est une organisation militaire d'agents », ce qu'en 1920, il définira comme le centralisme démocratique, une discipline quasi militaire. Or, ce modèle partisan est à l'opposé des partis socialistes européens. À travers les élections, leurs municipalités, les syndicats et les coopératives, ceux-ci représentent les intérêts des ouvriers et des couches populaires. A l'inverse, le groupuscule léniniste ne vise que ses propres intérêts, la prise du pouvoir et sa conservation, menée par un leader révolutionnaire et ses affidés désireux d'appliquer la doctrine de Marx. Renversement par la violence et de la société bourgeoise, suppression de toute propriété privée, instauration d'une économie planifiée et répression des récalcitrants. Ce divorce annoncé avec la société dans sa pluralité contient déjà la cruauté avec laquelle Lénine va conduire la Russie après 1917. En affirmant que le parti se renforce en s'épurant, il revendique même la liquidation politique, puis physique, du membre indigne. Sont ainsi posés le principe et la légitimation du crime politico-idéologique, caractéristique du parti-État totalitaire communiste. D'ailleurs, il insiste pour que le programme du POSDR, le futur pouvoir socialiste, soit défini comme la dictature du prolétariat. La dictature, déjà. Lénine prépare activement le deuxième congrès du POSDR, afin que les iskristes en prennent la direction. Dans un premier temps, tout va bien. Ces insultes et ces manœuvres font fuir les dissidents, mais bientôt la bataille fait rage entre bolcheviks, majoritaires, pro-Lénine, pour qui le membre du parti doit lui consacrer toute sa vie, et mencheviks, minoritaires, pro-Martov, pour qui le parti doit s'ouvrir à des sympathisants et des alliés. Or, pour Lénine, majorité un jour, majorité toujours. Pourtant, son cynisme est tel qu'un de ses jeunes affidés, Léon Trotsky, le dénonce comme un nouveau Robespierre, pour qui le parti est l'appareil administratif qui doit gouverner la république de la vertu orthodoxe et de la terreur centraliste. Et bientôt, nombre de bolcheviks quittent le navire léniniste, dont le chef se retrouve très isolé à la tête d'une minuscule fraction. S'il ne joue aucun rôle dans les révoltes qui secouent la Russie en 1905, Lénine s'en inspire pour privilégier l'idée d'une révolution portée par la guerre civile, par des jacqueries paysannes et par des mutineries de soldats et de marins. Revenu au pays fin 1905 pour quelques mois, il rencontre la jeune génération révolutionnaire, des hommes d'action, qu'il va s'attacher. Parmi eux, un certain Iosip Djougashvili, déjà connu sous le pseudonyme de Staline, et qu'il surnommera le merveilleux géorgien, avant de le coopter au comité central de la fraction bolchevique du POSDR, recréé en 1912 à Prague. La divine surprise. Le 1er août 1914 éclate la Première Guerre mondiale. Installé alors près de Zakopane, dans la partie polonaise de l'Autriche-Hongrie, Lénine, qui n'a rien vu venir, est d'abord arrêté comme citoyen russe, donc ennemi. Il aurait pu rester jusqu'en 1918 dans un camp d'internement et l'on n'aurait jamais plus entendu parler de lui. Mais les socialistes autrichiens le font libérer après une semaine et il file en Suisse, où la guerre va se révéler comme une divine surprise. Dans un premier temps, il assiste effaré à l'effondrement de la doctrine marxiste. Au lieu de manifester leur solidarité contre la guerre selon le slogan de Marx, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », les socialistes européens rallient tous leurs propres
tous leur propre gouvernement au sein de l'Union sacrée. Le sentiment national et patriotique l'emporte sur le principe de classe. En rage, Lénine en tire deux conclusions. D'abord, la deuxième internationale socialiste a trahi et il faut donc en créer une troisième, communiste. Ensuite, il faut profiter du fait que des millions d'hommes sont en armes pour les appeler à transformer la guerre impérialiste en guerre civile, d'où sortira la révolution communiste. En attendant, réfugié à Zurich, coupé de la Russie, il vit dans la pauvreté et déprime. En janvier 1917, il déclare même « Nous, les vieux, nous ne verrons peut-être pas les luttes décisives de la révolution imminente. » Or, le 15 mars, éclate la nouvelle la plus improbable, l'abdication du tsar Nicolas II, qui provoque l'effondrement du régime et ouvre une crise majeure. Sa haine des Romanov, son profond ressentiment contre la société bourgeoise, où il n'a pas su trouver sa place, et sa passion révolutionnaire sont telles que Lénine n'hésite pas pour rentrer en Russie, à s'adresser au service secret allemand, trop heureux d'expédier chez l'ennemi cet agitateur, accompagné de dizaines de camarades. Après avoir traversé l'Allemagne puis la Suède, dans un train spécial affrété par le Reich, le fameux wagon plan B, Ulyanov arrive à Petrograd le 17 avril et lance d'emblée une violente campagne contre le gouvernement provisoire et contre le soviet de Petrograd, à majorité menchevique et socialiste révolutionnaire. Il appelle à la fraternisation sur le front, à la prise du pouvoir pour une république des soviets et à la nationalisation des terres, tandis que les bolcheviks créent leur milice armée, les Gardes rouges. Dans un premier temps, il est moqué par tous, mais bientôt il profite d'un désastre militaire de l'armée russe pour tenter les 17 et 18 juillet une prise d'armes à Petrograd. C'est un échec. Le parti bolchevique est réprimé et Lénine s'enfuit en Finlande puis disparaît dans la clandestinité. Son avenir politique semble ruiné. Pourtant, la crise révolutionnaire tourne à l'anarchie. Dans l'armée, dans les usines, dans les campagnes et parmi les nationalités non russes avides de conquérir leur indépendance. À la mi-septembre, le chef du gouvernement, Alexandre Kerensky, jaloux du chef d'état-major Kornilov, imagine un faux coup d'État contre-révolutionnaire et remet les bolcheviks en selle. Il proclame la République, légitimée par l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante prévue le 25 novembre, mais Lénine n'en veut pas. Il doit impérativement s'emparer du pouvoir avant cette échéance et ordonne à son parti de préparer la prise d'armes décisive sur le modèle du fameux révolutionnaire français Auguste Blanqui. La dictature du prolétariat. Dans la nuit du 6 novembre, 6000 gardes rouges et les marins mutinés de la base de Kronstadt occupent Petrograd. Le 7 au matin, Lénine proclame le pouvoir des bolcheviks avec à sa tête un conseil des commissaires du peuple, Sovnarkom, qu'il préside. Il instaure la dictature du prolétariat. La dictature est un pouvoir qui s'appuie directement sur la violence et n'est lié par aucune loi. La dictature révolutionnaire du prolétariat est un pouvoir conquis et maintenu par la violence que le prolétariat exerce sur la bourgeoisie, pouvoir qui n'est lié par aucune loi. En réalité, un parti unique, bientôt rebaptisé communiste, en référence à la doctrine radicale du manifeste du Parti communiste de Marx de 1848, s'empare de l'État et jette les fondations du régime totalitaire, et la dictature du prolétariat n'est que la dictature de ce parti. Le Sovnarkom publie immédiatement un décret sur la paix, appelant à l'arrêt des combats, et un décret sur la terre qui entérine la saisie des propriétés par les paysans. Lénine ruine d'emblée les possédants et les classes moyennes en annulant les empreintes tsaristes et en faisant saisir dans les banques le contenu des coffres-forts des particuliers. Il instaure une économie administrée et planifiée et ne tolère aucune opposition. Il déclare la guerre à l'Ukraine qui aspire à l'indépendance et le 20 décembre, il crée la Tchéka, commission extraordinaire de lutte contre la contre-révolution. La spéculation et le sabotage, devenus GPU, NKVD, puis KGB. L'organe de la terreur de masse utilisé comme moyen premier du gouvernement. Il nomme à sa tête Félix Dzerzhinsky, notre Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire qui d'avril 1793 à juillet 1794 envoya 2500 personnes à la guillotine. Bras armé du parti, agissant en toute impunité, la Tchéka comptera jusqu'à 280 000 hommes en 1921 et jouera un rôle décisif au cours de la guerre civile et après dans le maintien au pouvoir des communistes. Cependant, le chef bolchevique ne peut empêcher la réunion, le 18 janvier 1918,
de l'Assemblée constituante à Pétrograd. Les bolcheviks y sont très minoritaires, 9 millions d'électeurs sur 40 millions, mais veulent lui imposer une déclaration des droits du peuple travailleur, véritable programme communiste. L'Assemblée refuse. Lénine donne alors l'ordre de la dissoudre par la force. Le 19 janvier, Garde rouge et régiment bolchevique empêchent toute réunion. C'est l'assassinat de la démocratie russe et le signal d'une guerre civile extraordinairement violente, qui va durer près de 4 années. Elle oppose les rouges aux blancs, conglomérat de forces politiques anti-bolcheviques, depuis les nostalgiques du tsarisme jusqu'aux anarchistes, en passant par tout le spectre des démocrates et socialistes. Mais elle oppose aussi les rouges aux ouvriers des villes, dont la situation s'aggrave de jour en jour, et surtout aux paysans, les verts, dont les bolcheviks pillent les récoltes, les armes à la main, sous prétexte de réquisition. D'autant que le régime vient d'établir la conscription pour créer une armée rouge, armée de guerre civile chargée, aux yeux de Lénine, d'assurer la protection de sa dictature et de porter la révolution communiste à l'étranger. Reste un énorme problème. La Russie est toujours en guerre avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qui, après d'interminables négociations, mènent en février 1918 une attaque foudroyante et contraignent Lénine, le 3 mars 1918, à signer le traité de Brest-Litovsk. La Russie doit accepter les indépendances ukrainiennes, finlandaises et baltes, et perd 800 000 km², ainsi que 26% de sa population, 32% de sa population agricole, 23% de sa production industrielle et 75% du charbon et du fer. C'est un immense désastre national qui enflamme la guerre civile. Mais Lénine n'en a cure. Grâce aux Allemands, il conserve son pouvoir qu'il transfère en mars à Moscou, au Kremlin, et impose une politique visant des groupes sociaux entiers, qui va de la privation des droits, y compris du droit de se nourrir selon le slogan « Qui ne travaille pas ne mange pas », jusqu'à l'extermination pure et simple avec son ordre de mars 1918, mort au Koulak. Les paysans qui refusent de se laisser piller. Il inaugure le principe d'extermination de masse de catégories entières, opposants politiques, aristocrates, bourgeois, propriétaires fonciers, officiers, cosaques, religieux, etc. Il instaure le communisme de guerre, qui fait du parti bolchevique le propriétaire de tous les biens et interdit tout commerce privé. En juillet 1918, une constitution établit que le parti communiste dirige, commande et domine tout l'appareil État. Toute la presse non bolchevique est interdite et le pouvoir impose sa propagande omniprésente. Cette politique provoque des réactions. Des chefs communistes sont assassinés. Lénine est victime d'un attentat. Les bolcheviks réagissent avec une extrême cruauté. À l'automne 1918, plus de 15 000 personnes, souvent des otages internés dans les premiers camps de concentration, à l'origine du goulag, sont fusillées. Soit bien plus que les 6 321 exécutions, pour raisons politiques, entre 1825 et 1917. La guerre civile instaure une culture de la cruauté, qui permet au pouvoir de sélectionner les hommes plus durs, que réclame son chef, et qui deviendront les dirigeants soviétiques pour un demi-siècle. Et si les bolcheviks gagnent dès 1920 la guerre contre des blancs mal commandés, mal armés et dispersés, ils sont confrontés à d'innombrables révoltes paysannes, tandis que le communisme de guerre rumine l'industrie, le commerce et la monnaie, et mène le pays au désastre. Installé au Kremlin, dans un modeste appartement, avec sa fidèle Krupskaya, Lénine mène sa vie habituelle, de petit bourgeois bureaucrate. Il préside les réunions de Sovnarkom et du Politburo, lit quantité de rapports, reçoit nombre de responsables, donne souvent par télégramme des ordres à tout propos, rédige articles et discours où il justifie sa politique et pourfend ses ennemis russes comme étrangers. Il mène en particulier une polémique violente contre le chef socialiste allemand Karl Kautsky, le renégat, qui, dès 1918, a critiqué d'un point de vue marxiste la dictature du prolétariat. Il tient parfois un meeting dans une usine, ou part se reposer à la campagne, ce qui lui vaut une singulière aventure. Sa Rolls-Royce réquisitionnée est braquée par des voyous, mais il s'en tire sans dommage. Le premier régime totalitaire. En mars 1921, Lénine affronte une crise mortelle. Il comptait sur une révolution communiste européenne pour conforter son pouvoir et avait créé à cet effet en 1919-1920 la Troisième Internationale, le Comintern, conçu comme un parti communiste mondial, formé de sections nationales. Par exemple, la section française de l'Internationale communiste, future PCF. Or, la révolution mondiale se fait attendre, surtout depuis l'effondrement de la révolution communiste de Béla Kun en Hongrie,
en 1919 et la déroute de l'armée rouge face à la Pologne à l'été 1920. Tous ces plans sur la comète s'effondrent, surtout avec la révolte des marins de Kronstadt, qui, au nom des soviets, contestent le pouvoir bolchevique. Prise d'assaut par l'armée rouge, l'île tombe après 10 jours de combats acharnés qui font 10 000 tués et un millier de blessés et prisonniers fusillés sur place. 2103 condamnés à mort et 6500 déportés en camp de concentration, tandis que 8000 habitants s'enfuient vers la Finlande. Ainsi sont écrasés les prolétaires opposés à la dictature du prolétariat. Pragmatique, son chef comprend qu'il faut lâcher du lest. Lors du 10e congrès du parti, qui se tient au même moment, Lénine impose la NEP, la nouvelle politique économique. Il remplace le pillage des récoltes par un impôt en nature livré par les paysans et fixé à l'avance, rétablit la liberté du commerce intérieur, octroie des concessions à des entrepreneurs privés contre livraison à l'État d'une partie de leur production. C'est reconnaître l'échec total du communisme de guerre. L'idéologie marxiste a été vaincue par la réalité. En contrepartie, Lénine renforce la discipline du parti et interdit les fractions, c'est-à-dire toute discussion interne. L'appareil, l'ensemble des permanents, payés par le parti, devient tout puissant sous l'autorité du bureau politique. Son secrétariat, dont Staline a été nommé secrétaire général début 1922, est le cœur du pouvoir. S'il dessert l'étreinte sur l'économie, le chef suprême, dont le culte public est déjà puissant, verrouille le contrôle de la direction sur l'appareil, de l'appareil sur le parti, du parti sur la société. Toute expression de pluralisme est appelée à disparaître. L'unanimisme devient la règle. Le système totalitaire est désormais en place. Il repose sur le monopole politique du parti, unique, devenu parti-État, et de son chef charismatique, sur le monopole idéologique marxiste-léniniste dans tous les domaines de l'expression, presse, enseignement, art, etc. Et sur le monopole des richesses, comme de la production et de la distribution de tous les biens matériels. S'y ajoute la terreur de masse, comme moyen de gouvernement et de renforcement de pouvoir. Cependant, la NEP arrive trop tard. La région de Tambov se révolte. Le 27 avril 1921, on y envoie l'armée rouge, avec artillerie, avions et gaz de combat. La pacification dure des mois, et sa cruauté est symbolisée par cet ordre du 11 juin. 1. Fusillé sur place, sans jugement tout citoyen qui refuse de donner son nom. Le reste est à l'avenant, privilégiant la responsabilité collective des familles et l'exécution de chaque aîné. Il se conclut ainsi. 7. Appliquer le présent ordre du jour rigoureusement et sans pitié. Pas de pitié. Tel était le cri de guerre des bolcheviks depuis 1917, et il devait le demeurer jusqu'à la mort de Staline. Enfin, et surtout, une gigantesque famine a débuté au printemps autour de la Volga. Provoquée tant par les réquisitions forcées que par les estimations grossièrement erronées de la récolte de grains établies par le Gosplan, la direction de la planification centrale, et que le Politburo a retenu pour fixer les quotas de livraison des paysans. Lié au volontarisme utopique de Lénine, et masqué par une propagande mensongère, ce délire statistique devient l'une des grandes caractéristiques du système de production communiste. La famine voit se multiplier le cannibalisme, dure jusqu'en 1923 et touche 30 millions de personnes, dont environ 5 millions meurent de faim. Elle finit par avoir raison de la résistance paysanne. Staline retiendra la leçon pour briser l'Ukraine en 1932. Le fiasco de la NEP et la famine sont autant de coups durs pour Lénine. La réalité résiste à sa volonté, et l'image de révolution bolchevique est ternie par ces millions de morts, s'ajoutant au chaos sanglant de la guerre civile. 1000 jours après sa prise de pouvoir, obligé d'être sur le pont et à la manœuvre en permanence, il est à bout. En juillet 1921, il écrit à Maxime Gorky « Je suis si fatigué que je ne peux plus rien faire du tout ». De fait, depuis l'été 1921, le Politburo lui a ordonné un congé de longue durée. Début 1922, il est en burn-out. Sous l'effet d'un stress intense, incapable d'assister aux réunions, il se repose dans ses appartements ou à la campagne. Pourtant, il rechigne à lâcher prise. Du 10 avril au 19 mai 1922 se réunit à Gênes une conférence internationale chargée de rétablir les circuits monétaires, financiers et économiques. La Russie bolchevique y est invitée et Lénine en profite pour négocier avec la République de Weimar un traité de reconnaissance mutuelle, rendu public à Rapallo le 16 avril. Ce traité lui permet de jeter les bases d'une coopération militaire secrète avec la Reichswehr, qui, contre les clauses du traité de Versailles, va construire clandestinement en URSS sa puissance.
formation de ses officiers, expérimentation de nouveaux matériels, chars, chasseurs-bombardiers, parachutes, et de nouvelles tactiques offensives, ce qui lui permettra de vaincre la Pologne et la France en 1939-1940, avant de se retourner contre Moscou en 1941. Lénine réussit ainsi à torpiller le traité de Versailles et à exacerber les contradictions interimpérialistes. Superbe manœuvre, il n'est plus seul et est parvenu à rompre le front de ses puissances contre lui. Fort de ce succès, il décide de liquider les ultimes pôles de résistance, et d'abord l'Église orthodoxe. Un décret du 26 février 1922 ordonne la confiscation immédiate dans les églises de tous les objets précieux en or ou en argent, de toutes les pierres précieuses qui ne servent pas directement au culte. Avec un formidable cynisme, Lénine utilise le prétexte de la famine pour ruiner l'Église en cherchant à vendre ses biens à l'étranger, pour combler le gouffre des finances. Ces opérations de confiscation entraînent de nombreux incidents avec les fidèles. En réaction, Oulyanov donne le 19 mars ses ordres au Politbourg, strictement secrets. Nous avons 99 chances sur 100 de frapper mortellement l'ennemi à la tête avec un succès total, et pour nous garantir des positions pour nous essentielles pour les décennies à venir, avec tous ces gens affamés qui se nourrissent de chair humaine, avec les routes jonchées de centaines, de milliers de cadavres, c'est maintenant, et seulement maintenant, que nous pouvons, et par conséquent devons, confisquer les biens de l'Église avec une énergie farouche, impitoyable. Tout indique que nous n'arriverons pas à nos fins à un autre moment, parce que seul le désespoir engendré par la faim peut entraîner une attitude bienveillante, ou du moins neutre, des masses à notre égard. Dans la foulée, des milliers de prêtres, moines et moniales sont assassinés par la Tchéka. Ultime cruauté. Le 25 mai 1922, à 52 ans, Lénine est frappé d'une attaque cérébrale. Son comportement est dès lors commandé par l'angoisse de disparaître avant d'avoir liquidé ses ultimes ennemis, les socialistes révolutionnaires, SR, et les intellectuels. Pour organiser le procès des chefs SR, il faut élaborer un code pénal, ad hoc, et il y met la main. L'essentiel est clair, je crois. Il faut poser directement et ouvertement le principe juste politiquement, et pas seulement en termes étroitement juridiques, qui motivent l'essence et la justification de la terreur, sa nécessité, ses limites. Le tribunal ne doit pas supprimer la terreur. Le dire serait se mentir, ou mentir. Mais la fonder, la légaliser dans les principes, clairement, sans tricher, ou farder la vérité. La formulation doit être la plus ouverte possible, car seule la conscience légale révolutionnaire et la conscience révolutionnaire créent les conditions d'application dans les faits. Rédigé en quelques jours, ce code définit comme crime contre-révolutionnaire tout acte visant à abattre ou à affaiblir le pouvoir. Tenu du 6 juin au 7 août 1922, le procès des SR est le premier grand procès-spectacle truqué de l'ère communiste et se conclut par 11 condamnations à mort de révolutionnaires bien connus. Staline saura là encore s'en inspirer. Puis Lénine s'attaque aux intellectuels. Le 6 juin est créé le Glavlit, la direction centrale chargée des affaires de la littérature et des éditions, qui légalise la censure sur toutes les publications pour 3/4 de siècle. Jaloux de vraies personnalités savantes, Lénine exige qu'on prépare leur expulsion et concocte sa liste d'indésirables. Professeurs d'université, archéologues, physiciens, ingénieurs, écrivains, et une liste spéciale de membres antisoviétiques de l'intelligentsia de Petrograd. Dans la nuit du 16 au 17 août, un premier groupe de 160 d'entre eux, souvent très connus, sont arrêtés, parmi lesquels 35 et leurs familles sont mis en force le 29 septembre sur un bateau et déposés sans prévenir dans un port prussien. Ils ne peuvent emporter que quelques vêtements et, cruauté suprême, leurs livres et archives sont confisqués. Ils sont en outre contraints de signer un document stipulant qu'en cas de retour en URSS, ils seront immédiatement fusillés. Le 13 novembre, au prix d'un effort énorme, Lénine prononce son dernier discours public. Puis, entre le 24 novembre et le 2 décembre, il subit 5 attaques cérébrales. L'état désastreux du leader bolchevique est à l'unisson d'une Russie exsangue. Aux 2,5 millions de morts et disparus de la Grande Guerre s'ajoutent au titre de la guerre civile et du communisme de guerre 2 millions de victimes de masse et de combats. 5 millions de morts de faim, 2 millions de morts du typhus et 2 millions d'émigrés, souvent issus des élites. La classe ouvrière, censée diriger l'URSS, est réduite à 1 million d'actifs. Le vrai pouvoir est aux mains d'un parti communiste
fort de 750 000 membres, qui, pour les 9 dixièmes d'entre eux, à la fin des années 1920, ne dépassent pas un niveau d'instruction primaire. Fin de partie. Le 13 décembre, ses médecins notent: il a des attaques paralysantes chaque jour. Ce matin, il a été frappé de paralysie dans son lit et d'une autre dans son bain. Vladimir Ilitch est bouleversé et consterné par la détérioration de son état. Le 22 décembre, un nouvel AVC le laisse très affaibli, au point d'être obligé de réapprendre à parler et à écrire. Grabataire, sa dette seule, continue de penser encore et toujours politique. Il passe en revue ses successeurs et place en exergue le camarade Staline, qui, en devenant secrétaire général, a concentré entre ses mains un pouvoir illimité. Et je ne suis pas convaincu qu'il puisse toujours s'en servir avec assez de circonspection. Quel aveu sur la dimension totalitaire du parti-État, et quelle naïveté de croire qu'un pouvoir illimité peut être manipulé avec circonspection. Puis il s'occupe du camarade Trotsky, qui est peut-être l'homme le plus capable de l'actuel comité central. Mais il pêche par excès d'assurance et par un engouement exagéré pour le côté purement administratif des choses, comme si l'excès d'assurance n'était pas, depuis 1900, la marque même de Lénine. Quant au côté purement administratif, c'est une vision réaliste de la bureaucratisation effrénée qui emporte le pouvoir soviétique et dont il est le principal responsable. Le 4 janvier 1923, il dicte: Staline est trop brutal, et ce défaut parfaitement tolérable dans notre milieu et dans les relations entre nous, communistes, ne l'est plus dans les fonctions de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste et pour nommer à sa place une autre personne qui n'aurait pas en toute autre chose sur le camarade Staline qu'un seul avantage, celui d'être plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les camarades, d'humeur moins capricieuse, etc. Ces traits peuvent sembler n'être qu'un infime détail, mais à notre sens, pour nous préserver de la scission, et en tenant compte de ce que j'ai écrit plus haut sur les rapports de Staline et Trotsky, ce n'est pas un détail, ou bien c'en est un qui peut prendre une importance décisive. Alors qu'en 1917, il appelait à la guerre civile et qu'en 1918, il exigeait des gens plus durs, Lénine estime soudain que son merveilleux géorgien est trop brutal, raison précisément pour laquelle il l'avait promu au comité central en 1912, puis au Sovnarkom et au Politburo. En 1917, enfin, en 1922, au secrétariat général. Sauf qu'il n'est plus en état de s'opposer à sa mainmise inéluctable. Le 7 mars 1923, une nouvelle attaque met Lénine définitivement hors jeu et loin des images d'Épinal et des photos retouchées de la propagande soviétique. Les archives secrètes, ouvertes après 1991, montrent un homme ravagé, hagard, en fauteuil roulant, à qui l'on donnerait 90 ans. Il n'en a que 53 lorsqu'il meurt le 21 janvier 1924. Enterrement et morale de la fable. Aussi cynique que son mentor, Staline s'empresse de lui organiser des funérailles grandioses et de faire embaumer son corps pour l'exposer dans un mausolée sur la place rouge, à l'adoration des peuples d'Union soviétique et des communistes du monde entier. Lénine est mort et Staline inaugure son culte, auquel il associe sa personne, qui va aveugler le XXe siècle, surtout quand, en 1956, Nikita Khrouchtchev aura fait tomber de son piédestal le méchant Staline pour mieux honorer le bon Lénine. Pourtant, le disciple n'avait fait que perpétuer son maître.